et tous d'être ici en présentiel et à distance. Je m'appelle Antoine Lauratalin. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je travaille pour les Écosoli, le réseau local d'économie sociale et solidaire en Loire-Atlantique. Je m'occupe également d'accompagner les entrepreneurs dans leur phase de lancement à travers un programme notamment qui s'appelle l'incubateur. Et on organise ce temps dans le cadre d'un partenariat qui existe depuis maintenant de nombreuses années entre la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire, le barreau et spécifiquement sa commission ESS, puisqu'on a la chance à Nantes d'avoir une commission ESS au barreau, et les écosolides donc, que je représente. Et donc, on part pour 2 heures de partage d'une expertise juridique autour des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises dans des temps de tempête. Notamment, je sais qu'il y a des gens à distance, notamment qui ne sont pas de Pays de la Loire. Et c'est vrai qu'on a un contexte un peu particulier en Pays de la Loire, mais qui finalement se décline de manière un peu différente un peu partout en France. Pour dire quelques mots, moi je suis assez satisfait du nombre de participants déjà et notamment du nombre de structures différentes qui ont pu se mobiliser aujourd'hui, que ce soit en présentiel et à distance. Et puis, à titre d'ego, de mon petit ego, je suis très content aussi de voir qu'il y a des personnes hors Pays de la Loire qui sont venues écouter un peu ce qu'on avait à dire ici et certains qui m'ont dit potentiellement vouloir renouveler l'expérience dans leur territoire. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet important, malheureusement, comme je le disais, d'actualité en Pays de la Loire. C'est pour ça qu'on insiste sur le titre par gros temps, dire que les difficultés économiques, puisque c'est bien de ça qu'on va parler, sont évidemment les gérer, les surpasser quand c'est possible. C'est évidemment la responsabilité des directions salariées et bénévoles des structures de l'ESS, mais ça intervient aussi dans un contexte et pour moi, il y a une première chose importante à dire qui n'est pas une expertise juridique, c'est déculpabiliser aussi les dirigeants qui peuvent connaître des difficultés parce c'est multifactoriel, les difficultés économiques. Évidemment, il peut y avoir des imprudences de gestion, mais il y a aussi et surtout un contexte qui peut s'imposer. Et de ce point de vue-là, on en parlera, il y a des bonnes pratiques à adopter. Je note aussi dans le dernier export des participants une importante surreprésentation des acteurs de l'accompagnement dans cet événement. Et finalement, au détriment, puisqu'il y avait encore de la place, mais finalement, la représentation des acteurs de l'accompagnement par rapport aux structures qui ont une activité en propre, elle dit beaucoup de choses, je pense, de ce thème, où c'est difficile de se mobiliser autour de sujets, soit par déni, soit par pudeur, soit pour plein de raisons de facteurs humains. Merci aux structures qui sont là aujourd'hui, mais je salue aussi les acteurs d'accompagnement. Ça renforce évidemment l'importance de nos métiers dans ce cadre-là, puisque on sait que les structures ont du mal à venir jusqu'à ce sujet, à venir s'y intéresser. Ça renforce notre rôle, le fait de bien connaître ces procédures, bien connaître les bonnes pratiques et pouvoir les transmettre aux structures qu'on accompagne. Enfin, sur un aspect purement logistique, je voudrais anticiper un petit aspect déceptif. Si les difficultés sont déjà installées lourdement et qu'on est, on le En verra tout dans les cas, difficultés, elle me disait qu'il y avait des pas semaines. mal d'acteurs de l'accompagnement. Ah, alors, il va falloir couper les micros à distance, ou alors c'est moi je pense que c'était toi, Raphaël, ouais. Je te salue du coup. Je disais, anticiper le côté déceptif, cet événement n'est pas une recette magique pour sortir de la cessation de paiement en 48 heures. Cet événement n'est pas non plus une manière de trouver des solutions quand il n'y en a plus. Il est là pour partager des bonnes pratiques, pour anticiper des difficultés, savoir se donner de la visibilité aussi sur une matière qui est un peu complexe, et puis des procédures qu'on connaît mal. On n'entreprend pas en général pour fermer sa boîte. Donc, ce n'est pas la première chose sur laquelle on se renseigne. Mais déjà, premièrement, des leviers, on verra qu'il y en a toujours qui sont activables souvent pour sortir les structures de leurs difficultés, mais aussi et surtout, moi j'y tiens en tout cas dans la pratique de mon métier pour préserver aussi les personnes, puisque je ne pense pas qu'aucune structure de l'ESS ne mérite d'être un acharnement thérapeutique au point de griller les personnes qui le portent.
Et donc, il y a bien cette double, comment dire, lucidité à avoir. Pour finir, il y aura probablement des questions. En tous les cas, nous, on s'y attend et faut pas hésiter. Alors, on va pas rentrer dans des rendez-vous individuels, évidemment, sur vos structures ou sur votre problématique à vous, mais il y a souvent des questions qui vont être intéressantes au-delà de votre simple cas particulier à vous. Donc, n'hésitez pas à les poser. Pour ce faire, celles et ceux qui sont à distance, vous pouvez les poser au fur et à mesure de ce temps dans le chat et ma consoeur Manon pour les poser au moment opportun. Et puis dans la salle, à moins que ce soit vraiment une question de clarification, il y aura des choses un peu compliquées à comprendre, mais qui seront, je vous fais confiance, explicitées rapidement après. S'il y a à moins que ça soit vraiment une question très très rapide de clarification, je vous propose de plutôt poser les questions à la fin pour qu'on puisse garder la fluidité de ce temps et puis prendre un deuxième temps ensuite pour les questions-réponses. Le support, vous allez voir, il est assez dense. Je l'ai regardé, là, je l'ai consulté dans sa version finale juste avant le début. L'idée, c'est que ce support il puisse aussi être partageable avec vous à l'issue de ce temps-là. Donc, ne passez pas trop de temps à décrypter les petites lignes, celles qui sont en présentiel ou à distance. Vous aurez ce support à l'issue et la suite scientifique mémoire va vous en être expliqué à l'oral. S'il n'y a pas de questions, je vous propose juste de finir par vous présenter le déroulé. Dès que ce PowerPoint voudra bien, tiens donc, c'est original, voudra bien s'activer. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose pour cette mise en forme un peu pas normale. On va avoir un temps, on va découper ce temps de midi en trois temps. D'abord, Philippe Libaud de France Active, je vous laisserai vous présenter dans vos titres officiels à chaque fois, mais Philippe Libaud de France Active viendra vous présenter un peu en amont des difficultés, les bonnes pratiques et la posture d'un dirigeant ou d'une dirigeante responsable, quels indicateurs regarder, quand s'alerter, auprès de qui communiquer. Et puis ensuite, Maître Écuyer, Maître Join, mandataire judiciaire et avocate au barreau de Nantes, vous parlerons d'abord, une fois les difficultés installées, un peu avoir de la visibilité. Qu'est-ce que c'est la cessation de paiement? Qu'est-ce que c'est les procédures amiables? Quand est-ce qu'on va en redressement? Quand est-ce qu'on va à liquidation? Qu'est-ce que tout ça, ça veut dire finalement? Et puis, on fera un focus, puisqu'on a la chance d'avoir Maître Jean avec nous aujourd'hui, sur l'intervention d'un ou d'une mandataire judiciaire. C'est un mot dont on a entendu parler, qui fait un peu comme celui d'huissier dans le cadre privé, un peu peur parfois. Et c'est pour démystifier un peu cette profession et puis son rôle qu'on vous a demandé de bien vouloir être là aujourd'hui et on vous en remercie. Oui, un tout petit peu. On peut le faire un tout petit peu, ouais, complètement. Je suis pas sûre que c'est parce que de là, on voit du tout. Juste peut-être Une le mettre petite droit. manip, et pendant ce temps-là, je vais essayer de regarder si je peux faire quelque chose à ce PowerPoint qui n'est pas complet. Si on le remet droit, je pense que vous verrez autant. Mais en gros, c'est mieux pour vous. Ouais. Ça vous va? Pas mal de place au milieu aussi. Oui, il reste des places par là si vous avez. Et là, J'ai juste regardé si la caméra est toujours tournée vers nous. Juste, est-ce que ça passe en termes de. Ouais, j'ai l'impression que ça passe quand même en termes de. On va le faire comme ça, et puis si vous avez des problèmes pour voir, je vous laisse nous prévenir. Eh bien, allons-y, Philippe, je te laisse la parole et peut-être te présenter pour commencer. Oui, merci. Alors, pour commencer, on me dit à droite de préciser que la session est enregistrée. Donc, voilà, vous en êtes prévenu et voilà, si ça vous pose problème, il faut le signaler. Donc, moi, je suis Philippe Libaud, je suis responsable de l'animation territoriale et du développement à France Active Pays de la Loire. Nous, France Active Pays de la Loire, on n'a pas une expertise forcément très importante dans la difficulté, puisqu'on a plutôt une posture de financeur et d'accompagnateur des structures de l'économie sociale et solidaire. Financeur, c'est notre cœur de métier. L'idée, c'est de pouvoir accompagner tout dans des phases de développement des associations, des entreprises engagées pour solutionner leurs problématiques de trésorerie et leurs problématiques d'investissement, en partenariat avec le monde bancaire en particulier. Et puis, on a également, on est délégataire d'un outil qui s'appelle le dispositif d'accompagnement, donc qui existe dans le paysage et sur tous les départements
de France hein, depuis plus de 20 ans, et qui est un dispositif de financement de conseil. Je profite de parler du DLA pour préciser que dans un contexte effectivement un peu compliqué à un pays de la Loire, il y a eu un double mouvement autour du financement de conseil. On a eu jusqu'à une période assez récente un outil dédié à l'accompagnement des dirigeants d'entreprises ou d'associations en difficulté qui s'appelait Pays Loire Rebond, mais qui a été arrêté là. Du coup, on a reversé une partie de notre ingénierie sur le DLA, notamment autour d'un DLA collectif qui a été inventé là spécifiquement, qui s'appelle Réinventer son modèle économique. Alors, qui n'est pas un DLA, on va dire, curatif, qui est plutôt un DLA préventif, notamment pour accompagner les réflexions de dirigeants qui seraient dans ces questionnements autour de l'évolution de leur modèle, de leur modèle économique. C'est plutôt un DLA assez méthodologique. Plusieurs temps, un temps d'autodiagnostic, un temps de travail sur les leviers d'action, et puis un temps après hors collectif en individuel pour travailler avec la structure véritablement sur son plan d'action. Donc ça, il y a plusieurs sessions qui sont organisées en Mayenne, en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire, hein, qui sont les 3 départements sur lesquels on intervient. Et je referme là la parenthèse des présentations et de l'information sur ce qui est mis en place en ce moment. Pourquoi on a été sollicité pour participer à ce tour de table et cette conférence, c'est que en tant que financeur, régulièrement on est confronté à des structures qui vont bien, mais parfois qui se retrouvent dans la difficulté. Et c'est vrai qu'on en a tiré quelques points d'enseignement sur les postures des dirigeants à avoir. Soit pour se prémunir au maximum de ces difficultés, soit quand elles arrivent, d'adopter les bonnes postures, les bonnes pratiques. On a aussi tous les ans un suivi de gestion sur l'ensemble des structures qu'on a financées. C'est à peu près 400 structures tous les ans qu'on revoit. Et c'est vrai qu'on commence à voir une dégradation, alors peut pas massive, mais qui est quand même un peu là des situations, des structures, en particulier des associations, puisque quand la difficulté commence à s'installer, on commence à aller à pomper sur nos fonds propres. Et puis quand il n'y a plus de fonds propres, on se retrouve dans les situations qui sont très bien décrites par la suite. Moi, c'est ce que je vous disais, j'ai plutôt insisté sur les questions des bonnes pratiques et puis des postures à adopter en phase de difficulté. Il y en a 3 principalement, en tout cas le focus sera mis sur 3. C'est la logique d'anticipation. Une fois que on commence à ressentir en tant que dirigeant que les difficultés sont là, vous donnez quelques clés de lecture un peu larges et pas seulement économiques et financières sur les moyens d'identifier la nature et le degré pardon, des difficultés de la structure. Et puis le troisième axe que je vais développer un petit peu, c'est celui de la communication. Donc, je commence sur l'anticipation, sans grande surprise. Ouais. Sans grande surprise, pour anticiper sur des difficultés, faut bien connaître son association, son modèle économique et son modèle financier. Ça passe par une bonne visibilité sur l'activité, ça passe par une capacité à visualiser l'avancée de l'activité dans l'année, ça passe par une capacité à travailler sur sa rentabilité et ça passe par une capacité à connaître sa trésorerie et puis de la projeter, de l'anticiper un petit peu. Donc là, il y a pas trop de secrets, il n'y a pas trop de mystère. En gros, il y a 4 outils qui sont un peu, sinon indispensables, en tout cas fort utiles pour pouvoir un peu connaître son activité ses finances. C'est au niveau économique le budget prévisionnel. Je pense que tout le monde autour de la table sait ce que c'est et pratique cet outil-là. En général, nous, c'est 100% des structures qu'on rencontre qui ont un budget prévisionnel. Donc, en général, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, des tableaux de bord et des tableaux de suivi partagés
avec le conseil d'administration régulièrement sur des temporalités à définir. Là, en tout cas, quand ça va bien, c'est pas si fréquent que ça. Quand ça commence à aller mal, on commence à avoir des structures qui le mettent un petit peu en place. C'est quand même des outils, même si on parle d'associations, même si on parle de projets qui sont pas que économiques, dès lors qu'il y a des salariés, c'est quand même intéressant d'avoir des tableaux de bord, des tableaux de suivi à partir d'indicateurs clés qui permettent de suivre l'activité dans son avancée, qui permettent de l'objectiver, soit par rapport aux années précédentes, soit par rapport au budget prévisionnel. En tout cas, avoir des outils qui vous permettent de ne pas être complètement dans le flou et de bien savoir le plus rapidement possible. Idéalement, c'est au mois le mois, mais ça peut être un peu moins, hein, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on est, mais de suivre l'avancée des activités et de voir si sa rentabilité est assurée. L'autre élément qui est indispensable, c'est le suivi financier des choses. Là, le travail se fait à travers deux outils principalement. C'est l'outil plan de trésorerie, qui est un outil qui permet de visualiser les entrées, les sorties, les décaissements et les encaissements prévisionnels et qui permet d'un certain point de vue, d'anticiper sur un creux de trésorerie éventuel, puisque le creux de trésorerie, s'il n'y a plus d'argent dans les caisses, et si personne ne veut vous aider pour en remettre, soit vos fournisseurs en décalant les paiements, soit vos financeurs en anticipant leurs paiements, soit la banque, soit France Active, soit le Crédit Municipal, enfin tous les acteurs de la place qui peuvent être là pour aider sur la question de trésorerie. Si personne est en capacité de combler les creux, eh bien le risque c'est la cessation des paiements et ça vous sera redéveloppé après. Donc au plus ces questions-là sont anticipées. En plus, les dirigeants ont la capacité à pouvoir alerter et aller chercher des solutions. Donc, la prévision, la projection de sa situation de trésorerie est un élément essentiel dans la bonne gestion. On a souvent l'argument de bah ouais, mais c'est compliqué, on ne sait pas trop quand ça va payer. Justement parce que c'est compliqué, la planification et le suivi régulier du plan de trésorerie, sa remise à jour pour voir si ça passe, si ça passe pas, c'est un élément essentiel, notamment quand la trésorerie est justement un peu basse. C'est ça qui permet de voir venir. L'autre élément, il est un petit peu plus pas anecdotique parce que c'est un élément important, mais c'est le plan de financement. J'utilisais le terme anecdotique dans la mesure où le plan de financement, il est plutôt utilisé sur des périodes particulières, quand il y a des gros investissements, on veut dire sur une projection plus générale. L'outil de gestion au quotidien, c'est quand même le plan de trésorerie, en particulier dans la difficulté. Ça, c'était plutôt la partie qu'il a lu sur le fait d'avoir des outils qui permettent le pilotage et puis que ce pilotage soit un pilotage assez fin, régulier, avec de la compétence et puis un suivi qui permette de savoir où on en est. Ensuite, le deuxième temps me concernant, c'est l'identification de la nature et les degrés des difficultés, notamment en ayant en tête quelques points d'alerte qui ne sont pas que des points d'alerte économiques et financiers. Ils le deviennent de fait, mais il y a quelques points d'alerte sur le fonctionnement interne, sur le suivi et le contrôle, la relation client-fournisseur, la relation aux créanciers privilégiés, et je vais y revenir, qui peuvent être des éléments indépendamment d'avoir des comptes clos et de voir la situation, qui peuvent être des éléments qui peuvent donner à voir sur une difficulté émergente. Donc là, vous trouverez dans le PowerPoint tous les... Alors, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais plusieurs exemples par point d'alerte qui sont à surveiller. Si je prends le fonctionnement interne, si on constate un absentéisme assez important, un turnover des salariés, la démission ou le départ des salariés clés, c'est pas forcément bon signe. C'est pas un bon signe humainement,
mais c'est pas forcément un bon signe non plus sur la capacité de la structure à franchir des périodes de difficulté. Euh, Toujours sur le fonctionnement interne, quand on commence à avoir au conseil d'administration des personnes qui démissionnent, en particulier des personnes qui étaient un peu clés, ça peut être un indicateur et générateur de difficultés. Quand on a des administrateurs qui sont peu impliqués, qui sont peu au fait de la situation, et même s'ils sont informés, qui prennent pas forcément la mesure des conséquences que ça peut avoir pour le projet, pour l'activité, et même eux en tant que administrateurs, voilà, c'est un élément inquiétant. Voilà. Ça, c'était sur le fonctionnement interne. Sur le suivi et le contrôle, si on n'a pas de suivi de la trésorerie, alors je fais le lien avec ce que je disais précédemment, si on n'a pas de tableau de bord pour mesurer, anticiper les baisses ou les hausses de recettes, si on n'a pas de visibilité ou on a des grosses incertitudes sur la réalisation du budget prévisionnel, ou si son expert comptable, son commissaire aux comptes, si on en a un, commence à tirer la sonnette d'alarme et être fréquemment à vous dire ça va pas trop, voire être sur une alerte du commissaire aux comptes, là, clairement, on est sur des éléments de fragilité avérés. Idem sur la relation entre les clients et les fournisseurs, si on commence à perdre des clients, des marchés, si les partenaires publics se détournent un peu des projets, alors pour des raisons qui ne sont pas liées à leur champ de compétences ou leur incapacité à vous suivre, hein, pour des raisons qui seraient liées à une relation qui est présente depuis plusieurs années, puis qui est coupée pour des raisons qui ne sont pas forcément très explicites ou vous ne comprenez pas trop, ça peut être un signe de fragilité existante ou à venir. Si vos clients commencent à payer de plus en plus tardivement et les financeurs publics payent tardivement également, ça clairement, ça ne va pas améliorer votre trésorerie, donc forcément, c'est générateur de difficultés. Si en retour ou en réaction, vous commencez à payer vos fournisseurs avec un peu de retard, qui commencent à vous le dire, voire qui commencent à vous dire qu'ils ne vous livreront plus ou qui vous aménagent plus de facilité, ce sont des signes d'alerte. Et puis, sur les créanciers privilégiés, donc là, clairement, l'URSSAF, l'État à travers les impôts, donc le Trésor public, si vous ne... Et puis, vos salariés, évidemment, si là, vous commencez à avoir des difficultés à vous inquiéter pour avoir la capacité à payer vos salaires, au mois le mois ou les cotisations sociales, là, clairement, en général, on est également dans le dur. La majorité des structures qu'on rencontre, hein, et c'est probablement votre cas, il plutôt des structures de services, donc entre 65 et 85% des charges, c'est du salaire. Donc, bon, là-dessus, on n'est plus en capacité de les assurer. En général, c'est qu'on est dans le dur. Derniers éléments là, sur ces points d'alerte, c'est la relation bancaire. En général, le banquier, si vous n'avez pas d'éléments suivis de votre activité, de votre trésorerie, lui, il en a. Donc, il sait assez rapidement si vous êtes dans le rouge régulièrement. Et puis, bah, si ça commence à l'inquiéter, en général, il vous passe un coup de fil. Donc voilà, si les appels commencent à devenir réguliers, si ces appels sont assortis du fait que bah, les salaires qui devaient être payés, bah, si le compte n'est pas alimenté, ils ne le seront pas. Voilà, s'il y a ce genre de menaces, voilà, ça veut dire qu'on commence aussi à être dans le rouge. Si la banque est dans le refus d'un soutien, y compris sur des outils qui sont relativement sécurisés, pense au DAI et de la cession de créances sur subvention, enfin, c'est de l'avance sur subvention. Voilà, ça veut dire que la confiance est un petit peu rompue et en général, quand la confiance est rompue avec son banquier, c'est pas parce qu'il ne vous trouve pas sympa, hein, c'est plutôt qu'il s'inquiète de l'alimentation du compte et de votre situation. Il y reste sur deux éléments qui ne sont pas, comment dire, préventifs tels que, ou en tout cas des signaux tels que je vous l'ai dit, qui sont plus des éléments assez basiques. On a une difficulté dans les associations, c'est que par définition, ce n'est pas une structure à deux capitaux.
Donc, quand une association commence, il n'y a pas de capitalisation, elle part avec zéro argent dans ses caisses. Euh, et cette sous-capitalisation, eh bien, en général, les structures la traînent assez longtemps, puisque pour constituer des fonds propres sur des structures dont la vocation n'est pas de gagner de l'argent à outrance, on va dire, c'est compliqué d'avoir des fonds propres très importants. Or, les fonds propres, c'est ce qui alimente votre trésorerie et votre capacité à anticiper les décalages, soit client-fournisseur. Donc, une sous-capitalisation lors de la création, c'est souvent, on va dire, la chronique de difficultés annoncées dès lors qu'au niveau économique, ça se passe moins bien. Je vous donne quelques éléments hein, donc, qui sont sur le PowerPoint. Si on a un fonds de roulement qui est inférieur à 30 jours d'exploitation ou si on a une trésorerie qui est inférieure à 20 jours d'exploitation, donc en gros, si vous n'avez pas de visibilité pour payer au-delà de 30 jours ou 20 jours, là, on est aussi dans des seuils où la difficulté est présente, c'est-à-dire qu'on n'a aucune capacité de faire le tampon sur le moindre aléa de décalage. Donc, ça ne veut pas dire que la structure n'est pas en capacité de continuer à tourner, ça veut dire que la structure, par contre, va être obligée de trouver des solutions, de fréquemment être sur comment dire, la gestion de sa trésorerie, aller dialoguer avec ses fournisseurs, ses financeurs pour essayer de trouver des solutions, bah, tout simplement pour payer en particulier ses salaires, les créanciers, ses fournisseurs. Voilà. Et puis sur le compte de résultat, bon là, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant que quand il y a une baisse importante des recettes, ça peut être un élément de fragilisation. J'ai envie de dire, c'est pas. Euh, peut y avoir une baisse importante des recettes. Si la structure a une capacité à baisser de manière importante ses charges, ça peut tenir. Sauf que si je repars sur ce que je vous disais, majoritairement c'est du salaire, donc de l'humain, on arrive sur quelque chose dont on ne peut pas se séparer facilement. En tout cas, c'est pas l'arrêt d'un contrat avec un fournisseur. Là, on parle de personnes, donc il y a des règles, le droit du travail est protecteur pour les salariés. Donc s'il y a une baisse importante des recettes, souvent, c'est compliqué d'ajuster ses charges très rapidement. Néanmoins, c'est quand même ce qu'il faut rechercher dans un premier temps. Si vous voyez des signaux de baisse de recettes, la première chose à faire, hein, au-delà de tout ce que je vous ai dit, c'est quand même de voir dans quelle mesure les charges peuvent être ajustées. Si pour X raisons, c'est pas possible, mais on en reparlera dans la partie suivante. Voilà. Dernière partie me concernant, c'est sur la posture, notamment en termes de communication. Le premier réflexe, et c'est très humain, quand il y a une difficulté, c'est on met ça sous le tapis. Ça ne veut pas dire qu'on ne la traite pas, mais en tout cas, on ne dit pas à tout le monde qu'on est en difficulté. Je ne vais pas vous dire que c'est ce qu'il n'y a pas à faire. Hein, je vous dis, c'est très humain et c'est compréhensif. Néanmoins, la bonne stratégie, c'est plutôt une posture de communication, puisque si personne n'est au courant que vous êtes en difficulté, vous grevez toute capacité à pouvoir être aidé, en fait. Et il ne faut pas que vous partiez dans l'idée que tout l'environnement, euh, ça, les impôts, les banques, les fournisseurs, les clients, euh, personne n'est contre vous, en fait. Tout le monde va essayer de faire un maximum pour vous aider, dès lors que vous vous dites, bah, moi j'ai besoin d'aide. Donc voilà, alors, il y a des procédures qui sont encadrées, mais avant les procédures encadrées, déjà la communication vis-à-vis des parties prenantes, elle est essentielle. Ça part d'abord, avant de communiquer, d'une bonne identification des causes de la difficulté. Vous ne pouvez pas communiquer tous azimuts. Il faut que vous sachiez si la nature de la difficulté est plutôt de nature économique et plutôt de nature financière. En qualifiant un peu ça, vous saurez à qui aller communiquer de manière privilégiée. Donc les causes de la difficulté, ça c'est un point essentiel. Il faut, avant d'aller discuter avec l'extérieur, que vous ayez au moins dans votre tête et sur le papier, commencer à ébaucher des pistes de solutions qui permettent de rétablir la situation. Vous ne pouvez pas arriver en demandant à l'extérieur de vous aider sans vous-même avoir commencé à réfléchir à vos besoins et puis à ce que vous pouvez faire.
Vous ne pourrez pas tout faire, mais déjà, si vous, sur certaines choses, vous savez que vous pouvez le faire et que vous le mettez en œuvre, ce sera toujours facilitant pour aller chercher de la ressource externe. Euh, sur la palette des solutions, il y en a différents types, hein, ce sera redit, mais vous pouvez négocier des délais de paiement de votre dette fiscale et sociale, vous pouvez négocier des délais avec vos fournisseurs, et vous pouvez négocier avec votre banque pour obtenir des crédits, vous pouvez le projeter dans un plan pour apurer toutes ces dettes. Voilà, la palette des solutions, elle est existante. Voilà, il suffit juste d'être un petit peu accompagné pour déterminer ce qui est faisable. Alors, quand je dis il suffit juste, c'est vrai que le terme juste est un peu galvaudé parce que quand on est dans cette situation-là, c'est pas comme ça. Le juste est très clairement, c'est un terme qui minimise le besoin de se consacrer sérieusement, hein, clairement. Et puis, le dernier aspect de cette communication, c'est d'essayer d'établir une chronologie entre ce qui relève de l'urgence, les actions à mener à court terme, et puis ce qui peut se faire dans un deuxième temps à plus long terme. Je vous invite dans ces réflexions-là à bien faire valider avec vos instances internes, conseil d'administration, euh, président, présidente, et puis le plus possible à le concerter avec vos partenaires institutionnels et financiers, voilà, qui soient pas les derniers informés de vos difficultés. Idéalement, si vous avez la capacité de vous faire accompagner pendant cette période, donc par des personnes compétentes, experts comptables, commissaires aux comptes, les réseaux. Je sais que là, il y a beaucoup de réseaux qui sont présents, soit en visio, soit ici, euh, parce que je pense que le sujet intéresse. Et voilà. Donc le réseau, et puis de manière ouverte, toute autre ressource qui crédibilise son action de redressement, eh bien, c'est à rechercher également. Je finirai par la posture, donc je vous l'ai dit, hein, la communication, mais aussi la transparence de l'information, en particulier auprès de ces trois instances, l'URSSAF, votre banque et vos fournisseurs. Toutes sont des structures qui sont en capacité voilà, d'aménager le recouvrement de leurs dettes, mais il faut qu'ils en soient informés. Et puis, dites-vous que vous prenez un risque plus important en ne les informant pas que en les informant, puisque une fois qu'ils sont informés, là, vous créez les conditions de pouvoir trouver des solutions amiables. C'est toujours euh, facilitant d'être dans cette logique-là dès qu'on rentre dans des logiques où l'amiable n'a plus sa place, mais qu'on rentre plutôt dans des logiques conflictuelles. Voilà. Sur ces trois-là, vous n'aurez pas gain de cause. Donc voilà. Tant anticiper, communiquer, même si c'est pas facile, hein, voilà. Prendre son téléphone pour aller dire à l'URSSAF, je vais avoir la difficulté à payer mes cotisations sociales. Bon voilà, faut s'armer un peu de courage, mais il faut le faire. Voilà. Du coup, à mon niveau 3, avec les coordonnées, trois instances qui peuvent être des ressources, des contacts utiles, l'URSSAF, voilà, évidemment, le CIP, qui est le Centre d'information et de prévention des difficultés, qui est une organisation qui mixe à la fois des compétences juridiques du barreau et puis non, de l'ordre des avocats, pardon, et puis des compétences comptables avec l'ordre des experts comptables, et qui assure des permanences gratuites et qui peuvent vous permettre déjà de formuler la nature de vos difficultés et puis d'avoir un feedback qui permet d'avoir de premiers éléments pour construire votre stratégie, votre réponse. La Banque de France peut être aussi un interlocuteur, notamment la médiation du crédit, dès lors que dans
dans la relation avec son partenaire bancaire, ça se passe pas forcément bien. La médiation du crédit peut être une instance qui peut mettre un peu d'huile dans les rouages dans cette relation. Et puis voilà, j'en ai fini pour moi. Merci Je te passe la Philippe. parole. Hop, hop. Maintenant, on va voir un peu ce qui se passe quand la difficulté est installée. Je vous laisse la parole. Maître. Merci. Donc, Aurélie Écuyer, je suis avocate au barreau de Nantes et je vais vous présenter le cadre juridique, donc d'une part de la prévention et du traitement des difficultés, juste l'annoncer, des structures de l'ESS. Donc, ce cadre juridique de la prévention va regrouper en termes de temporalité peut-être également au niveau des éléments et des difficultés qui ont été déroulés tout le long, parce que plus on le met en amont, ce cadre de la prévention, plus il va être efficace. Donc, je vais vous présenter des outils juridiques qui ont été mis en place par le législateur pour intervenir en amont. Et ensuite, une fois que les difficultés sont réellement installées, il y a des procédures collectives qui sont les outils juridiques pour traiter des difficultés des entreprises. Donc, plusieurs dans la réflexion à mener, la structure va devoir se poser plusieurs questions pour pouvoir se situer au niveau de des différents outils juridiques et savoir à qui on s'adresse. Donc déjà, il faut savoir, lorsqu'on est une association ou une société commerciale, mais qui a un agrément ESUS, vers quel tribunal, quel est mon tribunal qui est compétent pour traiter de mes difficultés ou pour m'aider au niveau de la prévention des entreprises. Donc, le critère, c'est l'un des premiers critères, c'est effectivement la forme juridique. Donc, si on est une société commerciale agrément ESUS, on va relever du tribunal de commerce. En revanche, si on est une association, on va relever du tribunal judiciaire. Donc, ce ne sont pas les mêmes tribunaux et les tribunaux n'ont pas également la même réactivité. Si on est une association et qu'on relève du tribunal judiciaire, donc là, je parle pour Nantes, hein, je ne généralise pas pour l'ensemble du territoire, mais il faut savoir que si on est une association et qu'on relève du tribunal judiciaire, le délai entre le moment où on se dit je fais une démarche, soit pour avoir des outils à l'amiable ou ouvrir une procédure collective, va être beaucoup plus long que devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, il y a une réactivité beaucoup plus grande. Donc, devant le tribunal judiciaire, on aura une réaction à un mois et demi pour avoir une décision, à peu près. Ouais. Et le tribunal de commerce, en revanche, c'est dans la semaine, on a une réaction. Donc ça, en tant que décideur, hein, c'est important de l'anticipation. On revient à l'anticipation. Donc il faut se dire, si là, maintenant, je décide de mettre quelque chose en place, le temps d'avoir la réponse judiciaire derrière, je ne l'aurai pas tout de suite si je suis une association. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il faut garder à l'esprit. Donc, le tribunal compétent, donc, il a le type de tribunal, commerce ou judiciaire, et puis également votre lieu de siège social. Donc, si vous êtes dans le ressort de Nantes, vous serez sur Nantes. Si vous êtes plutôt sur la côte, vous serez sur Saint-Nazaire. Donc, on a une compétence géographique à ce sujet, parce que les législateurs aiment bien toujours diversifier. Il y a une expérimentation qui est en cours et il y a la création d'un nouveau, entre guillemets, tribunal, qui est le tribunal des activités économiques. Ouais, et, celui-ci, en fait, regroupe au sein du tribunal de commerce tout le contentieux toutes les procédures amiables de prévention et également les procédures collectives. C'est-à-dire si
que je vous ai dit sur association et société commerciale, ça n'a plus lieu d'être. On n'est plus qu'un seul tribunal compétent. Donc, en fait, dans les Pays de la Loire, c'est si votre structure dépend du Mans. Vous serez traité par le tribunal des affaires économiques du Mans. Donc, ce sera ce tribunal-là. Puis, d'une manière un peu plus proche, en Bretagne, on a également Saint-Brieuc qui est concerné par cette mesure. Une fois, donc, Ah oui, pardon. accès. Oui, pardon, ça aussi, excuse-moi. Une fois qu'on a fait qu'on a déterminé à qui on pouvait s'adresser, donc on va connaître les interlocuteurs judiciaires pour pouvoir formaliser les demandes. Donc là, on a notre outil, le critère, pour se déterminer un petit peu où est-ce qu'on se situe, si on est dans la phase amiable, prévention, ou si on est dans la phase de procédure collective. C'est la notion en droit de la cessation des paiements. Donc, tout ce qu'a expliqué Philippe va permettre de pouvoir qualifier cette notion de cessation des paiements. Donc, le Code de commerce nous dit que le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. Alors, c'est un petit peu abrupt comme définition. Et cette définition, elle est aussi assez malléable. Elle est malléable comment? Elle est malléable d'une part dans les faits, elle est aussi malléable juridiquement. On peut, pour l'apprécier, on a un petit peu de la latitude. L'exigibilité, si on parlait de la banque, si la banque vous dit bah, cette créance-là, elle est exigible, vous devez la payer à telle date, bon, pas bien. Mais si, comme Philippe vous l'a indiqué, vous vous rapprochez de votre banquier et vous obtenez un délai de paiement, cette créance n'est plus exigible. Donc, on n'est plus sur ce critère. C'est une appréciation au cas par cas et en tout cas, cette notion de cessation des paiements va permettre de s'orienter. Donc, elle fait courir un délai de 45 jours pour le dirigeant pour formaliser sa déclaration de cessation des paiements qui est auprès du tribunal compétent, qui est une obligation pour le dirigeant. Donc, là, on se situe maintenant au niveau de la prévention amiable. Donc, la notion on est avant la cessation des paiements, en principe, sauf pour la procédure de conciliation, où si on est encore dans un délai de moins de 45 jours, on pourra quand même y avoir recours. Donc, cette prévention amiable des difficultés, en fait, c'est le législateur a prévu des outils juridiques pour les structures pour pouvoir articuler et mettre en place des accords avec les principaux créanciers. Donc, le premier outil à la disposition des structures est le mandat ad hoc, qui permet de favoriser une négociation avec les principaux créanciers et qui permet également de conserver une confidentialité. Car effectivement, il faut avoir une communication par rapport à ses partenaires, mais il faut peut-être choisir cette communication. On n'a peut-être pas forcément envie que tout le monde sache que la structure a des difficultés. Donc, l'outil du mandat ad hoc va permettre de préserver cette confidentialité et d'avoir une certaine efficacité quand on a identifié ces problématiques financières. On va pouvoir être plus efficace sur la manière d'y remédier. Donc concrètement, comment ça se passe? On va solliciter auprès du tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc qui est souvent un administrateur judiciaire
avec lequel le dirigeant de la structure va se rapprocher, va se mettre en lien. Donc, il y aura eu tout un travail en amont qui aura été fait par la structure pour identifier les difficultés financières, quelles sont les origines, quels sont les créanciers concernés, quels sont les moyens d'action qui peuvent être mis en place pour organiser à l'amiable ce traitement et prévenir et résoudre cette difficulté. Donc, le mandat ad hoc est assez souple. La durée est en principe de 3 mois. Il y a un coût qui est le coût qui est déterminé donc, entre le dirigeant de la structure et l'administrateur pour qu'il puisse, lui, mener à bien sa mission. Et ça permet de mettre en place, avec les principaux créanciers, différentes solutions qui vont rejoindre les délais de paiement qui ont été annoncés, éventuellement des remises de dettes qui, si le créancier y est favorable. Ensuite, on va la seconde. Donc là, la mission donc, du mandataire, c'est d'accompagner l'entreprise. Donc, on identifie, comme j'indiquais, les différents points sur lesquels il faut agir et on détermine les principaux créanciers sur lesquels on souhaite avoir un dialogue et trouver des solutions pour remédier aux difficultés. Donc, l'autre outil qui est sensiblement similaire, hein, mais qui va avoir des outils juridiques peut-être un petit peu plus contraignants. En tout cas, on pourra avoir une aide du tribunal pour des délais si jamais on a un créancier qui ne souhaite pas forcément vous en octroyer de manière spontanée. Donc, c'est la conciliation judiciaire. Le mécanisme est comme le mandat ad hoc. On formule une demande auprès du tribunal pour désigner un administrateur judiciaire. Là, le texte encadre beaucoup plus la procédure de conciliation. Elle est limitée dans le temps. Et elle permet également de trouver des solutions avec les principaux interlocuteurs, comme le bailleur, les banquiers ou les créanciers sociaux. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, cette procédure de conciliation peut être mise alors que vous êtes en état de cessation des paiements. L'intérêt, donc, c'est d'agir vite, parce que il faut qu'on soit à moins de 45 jours de la cessation des paiements. L'idéal est quand même de prendre en amont, le plus en amont possible, la désignation de l'administrateur judiciaire. C'est toujours une procédure confidentielle. Cette confidentialité, elle sera imposée, entre guillemets, aux créanciers que vous allez choisir et qui vont venir à la table des négociations avec vous. Eux seront tenus par cette confidentialité. Et vous allez chercher ensemble des solutions pour traiter des difficultés. Donc là, dans ce cas-là, éventuellement, si vous avez besoin de délai avec un créancier récalcitrant, il y a une possibilité d'imposer le délai de paiement et d'avoir ne pas avoir le créancier qui réclame sa dette. Donc voilà sur la procédure de conciliation. Ça aboutit à un accord. Cet accord, il pourra être soit constaté ou homologué par le tribunal en fonction de l'objectif juridique poursuivi. Donc, j'ai mis un petit tableau donc, qui est présent sur Entreprendre sur service public qui retrace les principales différences entre le mandat ad hoc et la procédure de conciliation. Ça, en réalité, vous verrez avec vos conseils au moment de la mise en place, si vous vous orientez plus
vers un mandat ad hoc ou plus vers une procédure de conciliation pour savoir lequel est le plus pertinent à mettre en place. Si malheureusement vous êtes en cessation des paiements ou vous n'êtes pas loin d'une cessation des paiements et vous n'êtes pas encore en cessation des paiements, mais que celle-ci pourrait arriver assez rapidement, donc il y a différents outils juridiques, différentes procédures collectives. La première est la procédure de sauvegarde qui peut être sollicitée par le dirigeant. Et ensuite, les deux autres grandes procédures collectives sont le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Donc, dans le cadre de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, Maître Join vous expliquera, mais des plans pourront être mis en place. En revanche, si il y a une procédure et qu'il y a une orientation directement vers la liquidation judiciaire, il n'y a plus d'activité sur votre structure. C'est la fin de l'activité de la structure. Ouais. Ouais, il y a deux questions que j'ai vu passer qui peuvent être posées maintenant, je pense. Éclairage sur justement ce délai entre lorsqu'une cessation de paiement elle est identifiée pour juger, à quel moment la structure elle doit la déclarer. Enfin, quelle est la temporalité entre Si la cessation de paiement est identifiée pour juillet, donc là, il y aura en fait l'obligation légale pour le dirigeant. Si c'est à compter de juillet qu'il considère qu'il est en état de cessation des paiements, le tribunal également, il a un délai de 45 jours pour ouvrir une procédure collective auprès du tribunal compétent. Donc la temporalité sera à compter de juillet. Mais peut-être s'il a déjà ça au niveau du tableau de bord, il faut réagir maintenant pour peut-être voir être dans un autre mécanisme que directement l'ouverture d'une procédure collective. Peut-être ce sera ça, il n'y a pas de difficulté, mais peut-être qu'il y aura une autre option pour la structure. Si je résume pour être sûr d'avoir bien compris, on ne peut pas anticiper une déclaration de cessation des paiements pour gagner le temps, notamment sur le tribunal dont on parlait tout à l'heure de moi. On peut demander une sauvegarde. On peut demander une sauvegarde. Oui. Mais de toute façon, si on anticipe une cessation des paiements pour dans quelques mois, ça veut dire qu'elle n'est pas encore effective là, et que donc là, on retombe plutôt dans ce que disait aussi Philippe sur les mesures à prendre avant la cessation des paiements. Il y a une deuxième question, je crois, qu'il y a une question maintenant. Oui, il y a une autre question sur les formulaires qu'il faut remplir pour déclarer les différentes situations. Alors, j'ai mis des liens au niveau pour les requêtes, et je pense qu'il y a également des liens sur entreprendre service public sur les formulaires, soit redressement judiciaire, sauvegarde ou liquidation. C'est un formulaire qu'il faudra remplir soit avec son expert comptable ou son avocat. Il y a des parties, des documents impératifs à joindre pour le compléter. Donc, vous avez répondu. Madame Iva qui voulait poser une question. Mais là, sur l'exemple de la question, concrètement, la structure, elle a anticipé sa cessation de paiement, elle peut déjà se rapprocher de son tribunal pour peut-être être sur les mesures qui ont été évoquées. Et concrètement, ça se passe comment? Le dirigeant, il va vers son tribunal, il est reçu par qui? Et qui c'est qui l'aide à choisir entre mandat ad hoc et l'autre procédure que vous venez d'évoquer? Je vais répéter la question pour que je sois en distance. En gros, pour résumer la question, c'est concrètement comment ça se passe quand on va au tribunal, par qui on est reçu, etc. Alors, il y a plusieurs options. Effectivement, on peut aller voir avec son expert comptable ou son avocat. Et pour les structures qui dépendent du tribunal de commerce, elles peuvent aussi être reçues par le président du tribunal de commerce qui les orientera vers un mandat ad hoc ou les procédures de conciliation. Mais déjà, avec l'avocat ou l'expert comptable, il peut anticiper avec la procédure de sauvegarde parce qu'il ne faut pas être en état de cessation des paiements pour la demander. Et si finalement celle-ci arrive, et il pourra y avoir une bascule ensuite vers le redressement judiciaire. Il y a différentes étapes qui sont possibles et différentes bascules.
Et je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce que c'est assez fréquent que des structures de l'économie sociale et solidaire aillent sur des mandats ad hoc? Est-ce qu'on a un retour d'expérience? Oui, il y en a, Ok, tout à fait. ça marche. Et plutôt qu'aller en sauvegarde, c'est ça? Après, là, pour voir ça comme une boîte à outils, il faut faire un diagnostic évidemment à un instant T sur est-ce qu'on a une situation de rupture de trésorerie, mais est-ce qu'on a une activité rentable? Est-ce qu'on a des problèmes de rentabilité? Quelles mesures on va devoir mettre en œuvre? Et en fonction de la visibilité que nous avons pouvoir choisir aussi parmi les outils ce qui sera le plus adapté. Et après, on peut essayer avec un premier outil et changer d'outil s'il ne convient pas ou s'il ne convient plus. Enfin, il y a quand même une relative souplesse, en tout cas avant d'en arriver à une liquidation judiciaire. C'est-à-dire qu'on aura attendu 1000 fois trop longtemps et on ne pourra plus rien faire. Et c'est bien le dirigeant qui. Pour le choix des phases amiables, de toute façon, le dirigeant a la main. C'est lui le chef. C'est lui qui choisit, soit parler avec son expert comptable ou avec son avocat. Il peut même aussi aller consulter directement un administrateur judiciaire de la place pour avoir un diagnostic, parce que ce sont des mesures qui sont basées sur un contrat, les phases amiables. Hein. Le mandat ad hoc, il va falloir rédiger un contrat, on se met d'accord, on discute des honoraires, hein, du coût que ça va générer, parce qu'évidemment, tout cela n'est pas gratuit. Donc, il faut en parler tout simplement, on se met d'accord sur comment dire, sur le contrat, mettre en œuvre ensemble pour mettre en œuvre et actionner ensuite ces outils. Et une dernière question, juste pour appuyer, on est d'accord, dirigeant dans une association, ceux qui viennent vous voir, c'est les administrateurs. J'ai pas bien Dans compris. une association, Oui, c'est le représentant légal hein, de l'association, donc c'est le président. Et en général, il vaut mieux que le président ait un peu l'aval de son conseil d'administration. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais voilà, en fait, il faut avoir échangé. Puis, en général, quand on arrive à se poser ce genre de questions, c'est que ça veut dire qu'il y a déjà eu même quelques remous depuis quelques temps. On en arrive à se demander s'il ne faut pas recourir à ce type d'outils. Sous-entendu, et j'appuie parce que la question a été posée en ligne en même temps. Dans une association, ce ne sont pas les dirigeants salariés. Enfin, d'ailleurs, en fait, non, ce ne sont pas les salariés, non dirigeants, justement, qui sont concernés. Ce sont les dirigeants bénévoles qui sont responsables et qui doivent mettre en œuvre les. Mais nous anticipons sur votre partie. J'avais déjà un peu anticipé, mais c'est très bien, il faut toujours anticiper. Et d'ailleurs, je trouve excellent la présentation qui a été faite par Philippe en préambule, parce que c'est très important effectivement d'avoir par-devers soi des outils de gestion, des outils comptables, parce que c'est la façon nécessaire pour pouvoir prendre la température, pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il faut faire si j'ai un peu de fièvre, justement, quel traitement je vais pouvoir prendre. Et le tribunal, à commencer par ça, dans les acteurs des entreprises en difficulté, le tribunal, c'est l'hôpital de l'entreprise en difficulté. Donc, et vous aurez tout à fait compris que plutôt, si on a des petits symptômes, un petit traitement suffira à me remettre en forme. Si j'attends d'avoir un cancer généralisé, j'aurais beau faire appel au meilleur professeur du monde, il ne va peut-être pas pouvoir faire grand-chose pour moi. Donc l'anticipation, effectivement, c'est très important. Et pour les associations, dans la mesure où c'est pour l'heure encore toujours le tribunal judiciaire qui est compétent, Aurélie l'a effectivement insisté sur ce point, et c'est effectivement très important. Il faut du temps parce que comment dire, la Chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nantes, il y a une greffière qui ne fait pas que ça, et une présidente essentiellement, avec 2 juges la seconde qui l'assistent, donc très peu de personnes dédiées vraiment pour les entreprises civiles en difficulté, les agriculteurs, les associations, les professions libérales. Toutes ces activités-là civiles, pour l'heure, c'est le tribunal judiciaire qui est compétent.
tribunal de commerce, ce sont des juges bénévoles, des juges consulaires, élus par leurs pairs, par des commerçants, par des artisans, et qui sont assistés par un greffe. Là, ils ne sont pas qu'une personne, ils sont une trentaine de personnes à travailler au greffe du tribunal de commerce de Nantes, ce qui peut expliquer pourquoi, effectivement, quand je vais au tribunal de commerce, en général, je vais avoir une décision assez rapide. Et le jugement va être rendu tout de suite. Je vais me permettre une question très bête. Ah bon, on peut tout- Est-ce que le tribunal judiciaire, de la même manière que ce que je développais pour les structures d'adapter leurs charges à leurs produits, est-ce que lui, il a une capacité d'adapter les compétences, en tout cas les personnes, à une demande qu'on pressent comme un peu en augmentation, voire en forte augmentation? On aimerait bien, Ouais. on aimerait bien, mais C'est les délais qui vont crois être la que variable, ce soit très difficile, effectivement, parce que les moyens de la justice sont vraiment assez pitoyables. Il faut bien le reconnaître. Donc après, ça a un impact, effectivement, pour les chefs d'entreprise en difficulté d'avoir ces délais-là à supporter, évidemment. Et puis plus on attend, c'est ce que je disais, d'accord, aujourd'hui, j'ai une petite difficulté, mais ça ne va pas s'arranger tout seul. Et au bout de 3 semaines, 1 mois et demi, si j'étais déjà à ric-rac pour payer tous mes salaires, tous les salaires, par exemple, je n'ai plus versé qu'un acompte parce que je ne peux pas, eh bien, ma situation va être encore plus aggravée. Effectivement, c'est au moment où le tribunal va pouvoir rendre une décision. Et vraiment, je peux vous dire que les personnes, en tout cas à Nantes, qui sont en charge de ces procédures sont vraiment très impliquées et franchement, on a de la chance à ce niveau-là et ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Donc, le tribunal, commerce ou judiciaire, vous avez vu, donc c'est l'hôpital, entre guillemets. L'administrateur judiciaire, lui, va être là pour assister le dirigeant de l'entreprise en difficulté. Il va être là pour faire un diagnostic, il va prendre la température, justement. Il va voir, bon, voilà, au niveau de trésorerie, c'est pas là ce qu'il en est, mais prendre du recul sur les résultats qu'on a eus ces derniers mois ou ces dernières années. Pourquoi ça se dégrade? Jusqu'où ça va se dégrader? Comment je suis dans mon environnement? Peut-être que toutes les associations autour de moi sont également en difficulté parce qu'on a les mêmes mêmes situations. Et c'est très souvent le cas également pour les entreprises commerciales ou artisanales. Hein. Il y a ce qu'on appelle les effets de boule de neige, les effets de chaîne, qui sont effectivement, qui peuvent expliquer pourquoi il y a des moments, des cycles économiques où il y a des plus grandes difficultés. Donc l'administrateur est là vraiment pour assister, avoir un regard indépendant et faire un diagnostic, rechercher quelles vont être les meilleures solutions. On commence toujours par les outils qui permettent de préserver au mieux l'intégralité de l'entreprise ou de la structure qui est concernée. Et plus on ira tôt le consulter, plus la palette d'outils, encore une fois, est plus importante. Et là, c'est un peu plus facile de trouver des solutions. L'administrateur, il est nommé aussi par le tribunal lorsqu'il y a ouverture d'une procédure collective. Je vous expliquerai après ce que c'est qu'une procédure collective. Mais il sera désigné par le tribunal dès lors que la structure a plus de 20 salariés et fait plus de 3 millions de chiffres d'affaires. En dessous, il peut y avoir un administrateur de désigner, mais ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. D'accord? Ça dépend de la situation. Si par exemple, le dirigeant est défaillant, en maladie, autre, il y a besoin d'une assistance. On a des contrats très spécifiques. Il faut absolument maintenir la confiance des tiers, parce que c'est souvent ça qui va être aussi très important pour le dirigeant, c'est maintenir la confiance de son banquier, de ses fournisseurs, de tous ses partenaires, des salariés, hein, parce que les ressources humaines, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'association, c'est quand même ce qu'il y a le plus important. Donc, s'il y a un problème de confiance, les gens vont vouloir aller voir ailleurs peut-être, et pour se redresser, ce sera plus difficile, évidemment. Donc, l'administrateur est là pour aider le chef d'entreprise à maintenir la confiance au maximum.
Le mandataire judiciaire, moi je suis mandataire judiciaire à Nantes. Je suis nommée dans tous les dossiers de procédure collective, qu'elles soient de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Mon rôle essentiel, c'est de représenter les créanciers. Donc, je représente l'intérêt général des créanciers. Je ne représente pas l'URSSAF ou les impôts ou la banque. Non, l'intérêt général des créanciers. Quand il n'y a pas d'administrateur judiciaire de nommer et que nous avons une sauvegarde ou un redressement judiciaire, je vais bien sûr être là pour aider le chef d'entreprise, pour l'accompagner un petit peu, pour servir de lien entre lui et puis le tribunal et le juge commissaire. Combien on a de mandataires de justice en France? À peu près 500, 330 mandataires judiciaires en France et 170 administrateurs judiciaires. Nous sommes une profession réglementée. Nous sommes totalement dédiés aux entreprises en difficulté. On ne peut pas exercer d'autres activités. Donc, c'est que ça. Donc, ultra spécialisé. Et nous sommes rassemblés, administrateurs et mandataires judiciaires, au sein du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires. Et il y a un site internet sur lequel vous pouvez trouver des informations, des définitions, un annuaire pour trouver l'administrateur ou le mandataire de mon ressort. Donc, c'est assez facile de trouver les informations sur le site du Conseil national. Je suis également, j'ai été présidente de l'IFPPC. Et je vous en parle parce que les petits dessins, les petits flyers que vous voyez, en fait, c'est lorsque j'ai été présidente de l'IFPPC que nous avons mis en œuvre ces moyens de communication pour essayer de faciliter justement la communication sur les différents outils qui existent. L'IFPPC, c'est l'Institut français des praticiens des procédures collectives. C'est une association syndicale qui regroupe à peu près 85% des AJMJ. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas adhérents de l'IFPPC. Et aussi, c'est une association interprofessionnelle. Nous avons des membres associés qui sont avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, experts judiciaires, banquiers. Tous les partenaires autour de l'entreprise en difficulté peuvent être formés ensemble et travailler ensemble au sein de l'IFPPC. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour vous expliquer les sources des documents. Donc, l'administrateur judiciaire, vous trouverez sur le slide, on a un petit peu plus détaillé son rôle et ses missions. En général, quand je reçois les dirigeants pour leur dire, surtout quand on est deux à désigner, administrateur et mandataire, oui, mais on me demande tous des informations, mais à qui j'écris, à qui je demande si j'ai telle ou telle problématique. Alors, l'administrateur s'occupe du présent et de l'avenir, à partir du moment où la procédure est ouverte. Le mandataire judiciaire va s'occuper du passé de l'entreprise, son passif. Donc, c'est un peu comme ça que je fais mieux comprendre en fait le rôle et les missions de chacun. Après, donc, vous avez vu, là, on a un panorama des différents outils. Donc, on va crescendo. Donc, le mandat ad hoc, on vous a déjà expliqué. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est procédure contractuelle, très confidentielle, très souple. Ad hoc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour cela. Ça veut dire que quand je saisis le président du tribunal pour faire nommer un mandataire ad hoc, il va falloir que sa mission soit précisément prévue. Et il ne peut pas faire autre chose que ce qui est prévu dans la demande et dans l'ordonnance qui est rendue par le président du tribunal. Mandat ad hoc, ça va être très utile. Effectivement, alors déjà, il ne faut pas être en cessation des paiements. Donc là, on est vraiment dans les mesures d'anticipation plus. Et comment ça va pouvoir ne concerner que très peu de créanciers, en fait. Il faut vraiment une difficulté bien circonscrite avec 1, 2, 3 créanciers concernés, mais pas beaucoup plus, parce que sinon, on perd la souplesse, ça devient beaucoup plus difficile, puis on ne peut pas imposer. Discuter à 2, ça va. Discuter à 3, déjà, c'est un petit peu plus compliqué. Vous discutez à 4, il faut se mettre d'accord à 4, ça va être encore plus difficile. Donc, c'est pour vous dire que c'est un outil qui est vraiment fait pour les premiers signes, un problème très précis,
un mandat qui sera très précis aussi, mais c'est très, très utile et c'est très utilisé comme outil. La conciliation, là, on passe un petit cap. Effectivement, on peut être en cessation des paiements, mais effectivement, il faut que ce soit moins de 45 jours. Et surtout, il faut que la conciliation permette de sortir de l'état de cessation des paiements. Donc, je suis en cessation des paiements, je vais demander à mes banquiers, par exemple, de geler les prêts, par exemple, en cours, pour pouvoir avoir un peu plus, un petit ballon de trésorerie et souffler. Donc, je suis sortie de l'état de cessation des paiements et on peut avancer dans la conciliation. Et la conciliation, l'intérêt, pourquoi les banquiers demandent souvent qu'il y ait une conciliation? On a commencé à discuter dans le cadre du mandat ad hoc. On est presque d'accord, mais le banquier, ah ben non, non, il faut une conciliation. Pourquoi donc? Le plus souvent, c'est parce qu'on veut que la conciliation soit homologuée par le président du tribunal. Ça permet de, comment dire, graver dans le marbre. Hein, c'est un peu plus qu'un contrat. Là, c'est un contrat judiciaire, en quelque sorte. Il y a le sceau du président du tribunal et c'est important. Et ça va permettre aussi, si jamais on a négocié avec la banque un nouveau prêt, on fait rentrer de l'argent frais, comme on dit. Eh bien, il y a un privilège pour les sommes qui sont avancées par le banquier. En ce moment-là, c'est le privilège de la conciliation, le privilège de la new money. Enfin, moi, je préfère l'argent frais, c'est-à-dire que j'ai obtenu une nouvelle ressource ou crédit pour pouvoir sortir de difficultés très ponctuelles. Donc, on voit un mandat ad hoc, conciliation, c'est quand même pour des difficultés bien circonscrites, assez peu d'acteurs, et ça ne doit pas durer très longtemps. Parfois, on entrevoit que ce soit un peu plus compliqué. Donc, d'abord, la procédure de sauvegarde, alors, qui exige de ne pas être en cessation des paiements. Donc là, il faut quand même une culture de l'anticipation importante. Ça peut être, par exemple, une entreprise qui a perdu un marché public, par exemple. Donc, pour l'instant, tout va bien, je paye tout, je ne suis pas en cessation de paiement, je ne peux pas être au tribunal pour demander un redressement. Mais si je ne fais rien, toute chose égale par ailleurs, eh bien, à un moment donné, je vais me retrouver en difficulté. Donc, la sauvegarde permet d'anticiper et d'ouvrir une procédure collective. Alors, c'est la première procédure collective. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une procédure collective? C'est parce qu'on va gérer la collectivité de tous les créanciers, sans aucune exception. Quand on dit tous les créanciers, c'est tous. Lesquels? Ceux qui existaient avant l'ouverture de la procédure. Et là, on rentre moins dans une petite mécanique, mais c'est important. Le jour où la procédure est ouverte, c'est-à-dire le jour où le jugement est rendu, s'ouvre la procédure collective et il y a la période antérieure. Et toutes les dettes nées avant l'ouverture de la procédure, tout doit être géré dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Le dirigeant a interdiction formelle absolue de payer les dettes antérieures. Pourquoi? Égalité de tous les créanciers. Parce que je ne veux pas, tiens, je veux payer ce fournisseur-là parce que j'en ai besoin pour pouvoir continuer l'activité. Mais on n'a pas le droit. La loi interdit formellement les paiements de dettes antérieures. Donc, la procédure de sauvegarde est utile quand nous n'avons pas beaucoup de restructuration sociale à mettre en œuvre. On peut le faire en procédure de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un plan de sauvegarde de l'emploi de mise en œuvre, mais il faudra trouver des sources de financement, je dirais, autres que l'AGS, parce que l'AGS, même si on peut ponctuellement leur demander d'avancer ce qu'il nous faut pour payer les préavis, les indemnités de rupture, les congés payés, et l'AGS va nous dire, bon, vous n'êtes pas en cessation des paiements, ça y est, je vous ai avancé, le lendemain, remboursez-moi. Donc, on peut négocier après un petit délai de remboursement, mais c'est un petit délai sur quelques mois. Donc, ce n'est pas utile pour des plans de restructuration importants. Enfin, c'est pas que c'est pas utile, c'est difficile à financer sur le plan, parce que l'intervention de l'AGS va être très, limitée. J'entends murmurer et Oui. mon détecteur. Tu veux dire AGS?
Vraiment, ce que c'est que la GS. Alors, l'AGS, c'est l'assurance garantie des salaires. Comment dire, c'est géré, ça dépend de l'UNEDIC. Et cet organisme intervient justement à la demande du mandataire judiciaire. Donc, c'est un rôle important aussi du mandataire judiciaire. C'est lui qui va faire les demandes d'avance auprès de l'AGS pour payer les salaires antérieurs. Et si jamais il y a des mesures de restructuration, les préavis, les congés payés, indemnités, etc., là, c'est pareil, c'est cet organisme-là qui sera actionné pour obtenir les fonds pour pouvoir payer les salariés, sachant qu'il existe tout de même des plafonds, puisque même si en France, on a un système qui est quand même très généreux par rapport à d'autres pays européens, le plafond, actuellement, c'est autour un peu plus de 80 000 euros, un tout petit peu plus de 80 000 euros, toutes créances confondues, les salaires nets et le précompte salarial compris. Donc, parfois, dans certaines entreprises, quand il y a des licenciements avec des personnes qui ont beaucoup d'ancienneté, une convention collective qui est très attractive, on peut arriver à déplacer ce plafond-là. Et à ce moment-là, le salarié, il ne pourra compter que sur les actifs de l'entreprise pour pouvoir être payé du reste. Et encore, ces créances-là viennent après le super privilège. Parce que bon, l'organisme AGS bénéficie de 4 rangs de privilèges pour les avances. Il y a des avances super privilégiées, les salaires antérieurs, préavis, congés, pour résumer un peu. Le privilège général des salaires, c'est en général des indemnités de licenciement pour des salaires très antérieurs. Alors, ça n'arrive quand même pas très souvent, hein. Des salaires, comment dire, quand on dépose et avoir des salaires dus depuis 6 mois, bon, c'est quand même relativement rare. Il faut le faire. C'est quand même relativement rare, mais bon, ça a pu déjà arriver, hein. Des salariés qui espéraient toujours que l'entreprise allait pouvoir se redresser, avec des paiements de petits acomptes par-ci par-là pour pouvoir tenir le coup. Donc, c'est important pour les chefs de structure, justement, les dirigeants, de faire attention, ne pas attendre trop longtemps pour demander l'ouverture d'une procédure pour ne pas pénaliser les salariés. Très, très, très important. Et sur les procédures de Donc, j'ai la sauvegarde, le redressement judiciaire. L'intérêt du redressement judiciaire, c'est que justement, on va pouvoir faire appel à l'AGS pour les salaires antérieurs, pour toutes les mesures de restructuration. Là, il n'y aura pas de difficulté. Si jamais l'entreprise réussit à remonter la pente et à se redresser et à proposer un plan de redressement à tous ses créanciers, une partie des avances AGS super doit être remboursée très rapidement, mais toutes les autres créances sont incluses dans le plan. C'est-à-dire qu'on pourra les moratorier sur 10 ans maximum. Par exemple, pour le privilège général des salaires, s'il y a eu beaucoup de licenciements avec des indemnités importantes, ces créances-là pourront être, payées sur un délai quand même relativement long. C'est l'avantage du redressement judiciaire par rapport à la sauvegarde quand on a des mesures de restructuration sociale à mettre en œuvre. Et donc, l'objectif premier, évidemment, du redressement judiciaire, c'est de proposer un projet de plan. Si ce n'est pas possible, ça va être de trouver un repreneur. Ça peut se trouver aussi pour les associations. J'ai eu un dossier récemment avec une centaine de salariés des associations de services à la personne et qui a fait l'objet d'une cession, finalement, puisque le redressement n'était pas possible. Et si le plan n'est pas possible et la cession, on ne trouve personne pour reprendre l'activité, à ce moment-là, ce sera la liquidation judiciaire. Donc, l'objectif, comme son nom l'indique, c'est liquider le patrimoine, rendre liquides les actifs, donc vendre le mobilier, le matériel, le fonds de commerce, les éléments corporels et incorporels, recouvrer les créances, pour pouvoir payer les créanciers en respectant un ordre
entre les créanciers, parce qu'il y a des créanciers super privilégiés, comme je vous l'ai dit, super privilégiés des salaires, il y en a d'autres qui sont privilégiés et d'autres qui sont chirographaires, ce mot barbare, pour dire qu'ils ne sont pas privilégiés. Ce sont les derniers de la classe. Rente active notamment. Oui, Nous sommes chirographes. oui, souvent, oui. C'est la suite. Voilà, donc on vous a mis aussi, vous aurez un petit lien sur, il y a des vidéos justement sur les différentes mesures de prévention, les procédures collectives, le traitement des salariés dans le cadre des procédures collectives. Sachez que nous, notre rôle social, c'est très important pour nous, enfin, en tout cas, à mon niveau, je trouve que c'est hyper important. Je suis là pour que les salariés puissent être payés, qu'ils puissent être remplis dans leurs droits. Parce que s'il y a une liquidation judiciaire, il y a des mesures de licenciement, évidemment, qui doivent être mises en œuvre, mais on fait ce qu'il faut, évidemment, pour que les salariés puissent bénéficier des conventions de sécurisation professionnelle, puissent toucher leurs indemnités dans les meilleurs délais et conditions possibles, que chacun puisse rebondir au mieux après cette parenthèse difficile. Puis, je me permets de reformuler une question qu'on a mal posée tout à l'heure, qui était sur la question des responsabilités des gouvernances bénévoles. C'était pas tant la responsabilité pénale que la responsabilité financière. Quand on est dans une gouvernance en gros, je suis administrateur d'une association qui n'arrive pas, en vendant ses actifs, à rembourser ses créanciers. Est-ce qu'on vient me saisir sur mon compte bancaire? Non, non, non. Déjà, c'est jamais aussi automatique, heureusement. Les actions comblement d'insuffisance active, je vous avoue que je n'en avais jamais vu dans le cadre d'associations, enfin, moi à titre personnel. Après, je ne sais pas si sur le plan national, il y en a beaucoup eu, sachant que juste pour info, en moyenne, les associations, c'est 540 procédures collectives en France Par an? par an, versus environ, enfin en 2024, il y avait 65 000 procédures collectives. Voilà. En moyenne, une année moyenne, c'est 55 000 procédures collectives. Une année basse, c'est 50 000. Une année haute, 60 000 à peu près. Et là, on est donc dans une année très haute. Voilà, actuellement. Et avec un début de l'année 2025, je dirais une stabilité par rapport à 2024. Sauf dans notre région, on a un petit effet retard. Nous, en 2024, on était moins que la moyenne nationale. Et puis là, on a tendance à rattraper un peu. Merci, Maître. Maintenant, je te laisse tester Ouais, je conclure. pense faire un petit mot Oui. dans les questions, puisque ça va compléter les échanges qu'on a pu avoir sur le chat, sur les réseaux, et notamment qui contacter quand on a besoin d'un peu de circuler sur tout ce qui vient d'être présenté. Donc, on vous a remis le lien vers les différents réseaux départementaux de l'ESS et la CRES pour les structures d'envergure régionale, mais on sert aussi de garde aiguillage pour envoyer vers le collègue dans les territoires. Voilà, l'idée c'est aussi de se dire, ou plutôt on prend contact avec nous, ou plutôt de vous renvoyer vers les bons acteurs, les bons outils, aux besoins.